Richard Labbé n'a pas peur de prendre des risques. En tant que président de la firme Med-Eng, il a enfilé à 19 reprises le casque et l'habit de déminage conçu par sa compagnie. Chaque fois, il a reçu 1 kilo d'explosifs en pleine figure et chaque fois, il s'en est sorti indemne. C'était sa façon de faire comprendre aux clients potentiels l'efficacité de son produit. Med-Eng est devenu le leader mondial en matière de combinaisons anti-mines et anti-émeutes. Richard Labbé a fait affaire dans plus de 120 pays. Dans l'espace de quelques années, son chiffre d'affaires est monté en flèche. La fameuse combinaison anti-mine a même été utilisée dans le film The Hurt Locker qui a remporté 6 Oscars. Mais en 2007, Richard Labbé a décidé de tourner la page. Lui et ses associés ont vendu Med-Eng pour 650 millions de dollars. Si Richard Labbé est à la retraite aujourd'hui, il partage son savoir-faire avec des jeunes entrepreneurs et il partage sa fortune avec différents groupes communautaires à Ottawa et même à l'étranger. Mais Richard Labbé a toujours un petit côté casse-cou. Sa nouvelle passion, la course automobile. Il est aujourd'hui un des propriétaires du Calabogie Motorsports Park à l'ouest d'Ottawa et il passe le plus de temps possible dans sa voiture et sur la piste. Richard Labbé, bonjour. Bonjour. Votre succès a été la conception, la création de casques et de combinaisons, d'habits de déminage. Qu'est-ce que c'est un habit de déminage? Peut-être nous décrire ce que c'est. C'est un habit de protection qui est porté par les gens qui font l'enlèvement des engins explosifs. Alors, s'il y a un appel qui rentre au poste 911, il y a un attentat à la bombe quelque part, si on trouve un colis suspect, alors, c'est l'équipe de déminage qui arrive et ils vont endosser un des habits qu'on a conçus pour aller faire l'intervention. Alors, c'est dans ce domaine-là qu'on s'est lancé au début des années 80. En premier lieu, c'était la conception du casque. Et puis, 10 ans plus tard, en 1991, on a fait la conception de la tenue aussi. Alors, on était la première compagnie au monde à faire la conception à la fois du casque et de la tenue. Et le tout faisait un ensemble qui était vraiment à la fine pointe des technologies. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut se faire exploser une bombe essentiellement en pleine figure et qu'on reste intact? Dans le casque, ce sont des casques qui sont faits avec des coques de Spectra, ce matériau balistique extraordinaire, à l'intérieur duquel il y a des calottes de protection contre l'impact. Parce que lorsqu'il y a une explosion, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans un très court laps de temps. Alors, il y a l'effet du souffle, c'est la pression qui peuvent vous faire voyager dans le temps. Il y a les éclats de fragments, il y a la chaleur et puis il y a l'impact. Alors, quand on est projeté, après avoir été frappé par cette vague de surpression, on peut frapper le sol, on peut frapper un mur, etc. Alors, il y a l'accélération qui est causée par l'explosion, l'effet du souffle qui nous frappe, puis après ça, il y a la décélération lorsqu'on frappe quelque chose. Alors, dans un habit de protection, il faut vraiment tenir en ligne de compte les 4 dangers, en plus des gaz dangereux, etc. Alors, c'est un milieu assez complexe. À quel moment est-ce que vous avez dit, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là? Moi, je vais faire des casques et des habits de déminage. C'est purement par coïncidence qu'on est rentré dans le domaine. Je travaillais pour une compagnie d'Ottawa, Biokinetics and Associates, qui est une compagnie qui œuvre dans le domaine du biogénie. Et puis nous, on travaillait dans le domaine du pont entre la médecine et le génie, surtout dans le domaine de l'impact sur le corps humain, dans l'industrie de l'automobile, la conception de casques, tout ça. Alors, on a reçu un contrat de la Gendarmerie royale du Canada, Biokinetics, pour faire la conception d'un casque de démineur. Et puis, c'est le premier projet que j'ai entamé après avoir gradué de l'université. Moi, je connaissais absolument rien dans les bombes, etc. Et puis, finalement, on a fait un prototype de casque qu'on a présenté à la GRC. Et à notre grande surprise, ils nous ont dit « Ah, c'est super, on veut en acheter d'autres. Où est-ce qu'on achète ça? » Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé la compagnie Med-Eng. Mais il y avait une demande pour ce genre de produit-là? Oui, c'est sûr qu'en 1969,
les problèmes ont commencé en Irlande du Nord. Les Anglais se sont fait prendre, l'armée anglaise, vraiment avec les culottes baissées. Il n'y avait pas d'équipement de protection contre les bombes, il n'y avait pas d'équipement d'intervention. Alors, eux ont été vus comme les pionniers dans le domaine. C'est-à-dire qu'ils avaient perfectionné non seulement les habits de protection, mais toute la gamme d'outils pour faire l'intervention. Et puis, les pays comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, la France, etc., nous, on a été regarder un peu ce qui se passait en Angleterre. À place de réinventer la roue, pourquoi ne pas emprunter de leur technologie? Le défi qu'on a au Canada, c'est que les gens, souvent, ont un gabarit plus important qu'en Europe. Alors, ils achetaient des habits et des casques en Angleterre, et puis on avait des types qui mesuraient 6 pieds 6, qui pesaient 250 livres, et puis les habits européens étaient trop petits. Alors, ça a été un des problèmes. Les équipements ont été conçus rapidement pour essayer de satisfaire une demande urgente, puis c'était pas nécessairement raffiné au point que ça aurait pu l'être. Alors, les Forces armées canadiennes et la police canadienne ont dit, je me demande si on pourrait faire mieux. Et puis, c'est comme ça qu'on a eu le premier contrat de développement pour le casque. Il y a une compagnie de Toronto qui a développé l'habit original. Ça, c'est en 1980-81. Et puis, c'est en 81 qu'on a commencé à commercialiser le casque et éventuellement la tenue. Votre marché, par contre, finalement, a été le monde entier. Je pense que vous avez vendu vos combinaisons dans 140 pays. Alors, il y avait un besoin ailleurs que chez nous pour ça. Oui. C'est-à-dire que le marché canadien, c'est un marché où les attentats terroristes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, le marché canadien était très petit, et puis c'est pour cette raison-là qu'on s'est lancé sur le marché international. Parce que le marché dans n'importe quel pays, sauf les États-Unis, est quand même assez limité. Alors, en 1981, on a fondé la société. La commercialisation du produit, notre casque, a été donnée à la compagnie qui faisait l'habit, compagnie torontoise, et puis eux, finalement, n'avaient aucune idée comment vendre ce produit-là. Alors, en 82, à 2 cheveux de faire la faillite, nous, on avait, je pense, 4 000 $ dans notre compte de banque, puis on a décidé de se lancer sur le marché de l'exportation. Alors, c'était une idée complètement idiote. Avec 4 000 $, on ne se lance pas sur le marché de l'exportation. Mais ça a marché. Ça a marché parce que, finalement, le gouvernement canadien, à cette époque-là, avait des octrois vraiment très, très bien faits. Ça s'appelait PEMD, Program for Export Market Development. Et puis, il nous donnait une subvention pour une partie du coût de l'avion, du billet de l'avion. Et puis, il nous donnait un per diem. Et puis, avec ça, j'ai pu survivre à l'extérieur. Alors, j'ai fait 6 pays en Europe. Et puis, ma première présentation de vente, ça a été une vente à la police fédérale allemande, puis ils ont acheté un casque. C'était des casques qui se vendaient quand même 4 000 $ pièce. C'était quand même pas pire, en 1981. Et puis, ça a créé énormément d'intérêt en Europe. C'est comme ça qu'on a commencé à développer notre confiance de pouvoir vendre les équipements à l'extérieur du pays. Et puis, 5, 6, 7 ans plus tard, lorsqu'on était vraiment bien placé à l'extérieur du pays, c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans les États-Unis. Et là, j'imagine que dans certains pays, faire la vente comme ça ne doit pas être comme faire la vente chez nous. Est-ce qu'il y avait des barrières culturelles, des différences absolument. culturelles? Écoutez, je faisais 2 à 3 pays par semaine. Chaque fois qu'on change de pays, on change d'environnement, on change de mœurs, on change de coutumes. C'est vraiment pas évident d'être à la page à chaque place, puis il faut pas faire d'erreur. Par exemple? J'en ai fait plein. Quand j'étais au Japon la première fois, l'échange des cartes d'affaires, c'est un rituel, mais il faut respecter, puis c'est très important, parce qu'on donne la carte avec les 2 mains. On présente notre identité à notre homologue. Alors, on reçoit la carte de l'autre en tenant avec les 2 mains. Et puis là, c'est une extension de la personne. Alors, on voit son nom, son poste, sa compagnie, son éducation. Alors ça, c'est très important. Moi, je regardais ça, puis le premier réflexe que j'ai eu, je regarde en arrière, c'est écrit en japonais. Bon, ben là, je me souviendrai pas qui c'est que c'est cette personne-là. Alors là, je sors le stylo pour écrire. C'est qui ce monsieur-là? Bien là, c'est comme prendre un marqueur feutre, puis vous écrire sur le front. Puis j'ai fait des conneries. La première rencontre, en dedans de la première minute, j'avais totalement bousillé ma rencontre, sans même me réaliser que j'avais fait quelque chose de pas correct.
Je vois qu'il y a un kayak là-bas. Oui. Je sais que vous en avez fait quand vous étiez à l'université. Est-ce que c'est un sport que vous pratiquez toujours aujourd'hui? J'aimerais en faire beaucoup plus souvent parce que c'est un sens de liberté qu'on connaît rarement, surtout que c'est un kayak hybride de course. C'est-à-dire que quand on se promène sur l'eau, c'est tellement silencieux. Alors on se sent en contact vraiment avec la nature. C'est tellement beau dans ce coin-ci que je me pince tous les jours. Si on regarde la retraite que nos parents connaissaient, puis la retraite que nous, on connaît, je pense que je suis encore plus actif maintenant que je l'étais lorsque je travaillais. Et puis, c'est assez cocasse parce que quand j'ouvre mon calendrier, mon agenda, les gens partent à rire parce que c'est tellement bourré de rendez-vous ici à droite et à gauche que c'est comme si j'étais encore dans le milieu de ma carrière. Maintenant, vous aviez un bon outil de marketing pour vos costumes et vos casques. Oui. Et ça, c'était le président de la compagnie qui fait le testing lui-même de ces combinaisons. Alors, vous enfiliez une de ces combinaisons-là et le casque et on faisait exploser une bombe directement à côté de vous. C'est ça. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça donne comme expérience? Bien, disons que la première fois que j'ai fait ça, c'était ici au Canada. On faisait une série de tests en Ontario et c'est la GRC qui gérait tout ça. Et j'ai demandé aux gens qui travaillaient avec nous, est-ce que je pourrais endosser une tenue puis me mettre devant un engin explosif? Alors, ils me regardaient un peu comme si j'étais manquais. Bon. Mais pour moi, j'étais tellement curieux. Et puis, comme ingénieur concepteur, on veut toujours comprendre qu'est-ce qui se passe durant une explosion. Alors, j'ai dû lire tous les bouquins possibles sur les blessures dues aux explosions. Nous autres, on faisait des tests avec des mannequins, les mêmes mannequins qu'on utilise pour les accidents d'automobile. Mais à la fin d'un test avec explosif, quand le mannequin est par terre, tout écartillé, on ne peut pas dire « Puis, Pierrot, comment est-ce que tu t'es senti? » Bon. Alors, j'ai endossé une tenue et je vous assure que la première fois que j'ai fait ça, j'avais la trouille. Et puis, bang! L'explosif a éclaté. Et puis, c'est un peu comme tirer un fusil de chasse, sauf que l'effet du recul frappe tout le corps en même temps. Et puis, c'était une charge qu'on avait choisie qui nous donnait une certaine pression. Je savais que la pression n'était pas pour être fatale pour moi, mais ça me donnerait la sensation réelle de ce que c'était d'être devant un explosif. Quand j'ai fait le premier test, j'ai eu un mal de tête presque instantanément. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que j'étais stressé. Le lendemain, on fait un autre test. Un mal de tête encore une fois. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que lorsque la vague de surpression frappe au niveau de la tête, ça fait une commotion cérébrale, si la pression est assez haute. C'est un mécanisme qui n'avait jamais été documenté dans la littérature médicale. Alors, on a découvert, parce que j'ai endossé la tenue, que c'est un mécanisme important, puis ça a été documenté par après en Irak. Veut pas, quand on vend quelque chose, on est un vendeur. Alors que quand on a endossé une tenue et qu'on a fait, on a eu l'expérience de plusieurs explosions, à ce moment-là, les clients, les techniciens qui faisaient le désamorçage des bombes me regardaient d'un œil différent. J'étais un des leurs. Alors, en endossant la tenue, ça m'a donné beaucoup de crédibilité aussi avec la clientèle. Vous avez grandi à Ottawa, dans une famille de 6 enfants, dont vous étiez le plus jeune. Voilà. Bon, adulte, vous avez enfilé une combinaison de déminage et vous avez fait sauter une bombe en pleine figure. Jeune, est-ce que vous étiez le casse-cou de la famille? Bien, quand on est bébé et qu'on veut se faire remarquer dans la famille, il faut être tannant. Je dois vous avouer que j'étais pas mal espiègle pour faire ma place dans la famille. Et pour dire que j'étais casse-cou, pas vraiment, mais j'étais vraiment tannant. Votre père, je pense, était entrepreneur en construction. C'est exact. Vous avez choisi d'étudier en génie mécanique. Pourquoi ce choix-là? C'est une bonne question. En fait, lorsqu'on est à l'école secondaire, jeune garçon, jeune fille, c'est difficile pour nous autres de choisir un chemin de carrière. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais intéressé dans le sport. Je faisais du kayak de course.
Et puis, mes parents, eux, n'avaient pas eu la chance d'aller à l'université. Et puis, pour nous, dès qu'on était dans notre berceau, on allait à l'université. Il n'y avait même pas une question. Bon, j'étais pas tellement bon à l'école. Je dois vous avouer que mes notes, c'était pas du magna cum laude. C'était pas mal plus dans le bas 25e pourcentile. Et puis, j'ai décidé de rentrer en génie tout simplement parce que mes notes n'étaient pas assez bonnes pour entrer en architecture. Et puis, mon frère m'a dit, écoute, pourquoi tu ne viens pas en génie? Bon, alors je me suis embarqué en génie. La première année a été catastrophique. J'ai aucune idée comment j'ai passé. J'avais des notes exécrables. Et puis, ils m'ont accepté en deuxième année. Puis c'est là que ça a commencé à s'améliorer un petit peu. Et j'ai gradué en 79 en génie mécanique de l'Université d'Ottawa. J'ai commencé à faire une maîtrise, pas parce que je voulais faire une maîtrise, mais parce que je voulais avoir la chance d'aller sur l'équipe nationale de canot-kayak. Et puis, naturellement, j'ai commencé trop vieux, j'étais pas assez bon. Alors, après 5 mois dans mon parcours en maîtrise, j'ai dit, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis lancé sur le marché du travail. Vous avez connu beaucoup de succès dans votre carrière. Qu'est-ce qui vous poussait à aller plus loin? Parce que, bon, vous avez capturé certains marchés, mais vous alliez toujours plus loin à la recherche de d'autres marchés. Qu'est-ce qui vous poussait dans cette direction-là? Je pense qu'à la base, il faut être une personne qui est passionnée de ce qu'on fait. Mes parents ont commencé à voyager quand j'étais un gamin. Alors, la découverte du monde, ça m'a toujours excité. De pouvoir partir à la découverte du monde au sein de mon travail, ça, c'était... je pouvais pas croire que je me faisais payer pour faire ça. Alors, il y avait l'aspect de la découverte qui me poussait beaucoup et aussi la peur de ne pas réussir. Parce que quand on est bébé de famille, on veut prouver à tout le monde, dans nos grands frères, notre grande sœur, qu'on peut réussir. Alors, il y a eu cet aspect-là au début. Mais je dois vous avouer que j'étais tellement passionné par ce que je faisais, de sauver la vie des gens, de fabriquer des équipements à la fine pointe et, à un moment donné, de dominer non seulement un, mais plusieurs marchés mondiaux. C'est vraiment capotant faire ça. En 2007, vous avez décidé de vendre votre compagnie. Une retraite anticipée, si vous voulez. Vous avez vendu à la compagnie Allen Vanguard. Pourquoi cette décision à ce moment-là? Parce que vous étiez quand même assez jeune là, pour partir à la retraite. Alors moi, j'avais pris ma retraite 2 ans avant ça. Et la compagnie connaissait une croissance énorme. La croissance que tous les entrepreneurs rêvent d'avoir, c'est un succès qui a pris 25 ans pour arriver là. Mais bon, quand on est parti dans cette croissance de rêve, c'est une gestion extrêmement difficile à faire. Parce que gérer une croissance rapide, c'est probablement le plus gros défi auquel on peut faire face. Quand on a vendu en 2007, c'était vraiment à la hauteur du marché. Tout était dans le marché de la sécurité dans lequel on œuvrait. C'était le temps de vendre. J'étais un petit actionnaire. Et puis, c'est la majorité des actionnaires qui ont décidé de vendre. Alors, la société a été vendue en 2007 et les gens qui nous ont achetés, malheureusement, n'avaient pas le niveau de compétence requise pour pouvoir amener la société au prochain niveau. Et puis, malheureusement, ils ont échoué. Moi, j'étais attristé surtout pour les clients à l'échelle du monde et aussi pour les employés parce que finalement, on a bien beau être le président-directeur général d'une société, mais 99,9% du travail est fait par nos employés. Alors, c'est les employés, finalement, qui ont perdu dans cette équation-là. C'est dommage de voir une marque avec une réputation incroyable qui, finalement, finit par chanceler, alors qu'on avait tout le talent ici au Canada pour continuer encore pour très, très, très longtemps. Derrière nous, on a une carte qui nous montre la piste. Alors, c'est une piste qui a 5 km de longueur, 20 tournants, et c'est une piste qui est très, très technique. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans. Avant ça, je conduisais une mini-fourgonnette, et puis je dois vous avouer, j'étais pas mal poche à conduire. Et j'ai découvert ça, j'ai commencé à prendre des cours, et tranquillement, pas vite, j'ai pris de la confiance, et c'est quelque chose qui est extraordinaire comme sensation. Si vous êtes capable de durer pendant toute
le 20-25 minutes où on sera sur piste, vous serez vraiment brave. D'accord. C'est quelque chose, hein? La sensation que vous avez eue dans certains tournants, on montait à peu près à 1,2 G d'accélération latérale. Ouais. Imaginez dans une voiture Formule 1, ça monte à 4,5 G. 4,5 G, ça veut dire que votre tête et votre casque pèsent 4,5 fois plus. Alors vous êtes constamment en train de vous faire, puis tous les organes sont bardassés. C'est le vraiment fun, du sport. ça. Ben, disons que, oui. Au fil des ans, vous avez récolté des prix, des honneurs de tout genre. Vous avez pris votre retraite du monde du travail, des affaires, mais je pense que vous restez quand même assez impliqué dans le monde des affaires. De quelle façon et pourquoi? Je pense que c'est important lorsqu'on a eu le privilège d'avoir un parcours de carrière comme j'ai connu, de redonner à la société, de redonner aux gens autour de nous. Et pour moi, je trouvais que c'était important d'aider des jeunes entrepreneurs parce que j'ai eu le privilège d'avoir été aidé moi aussi. Lorsque j'étais jeune entrepreneur, ça a fait une différence énorme pour moi. Lorsqu'on commence en affaires, il y a tellement de choses qu'il faut maîtriser. C'est une courbe d'apprentissage énorme. Et puis quand on a la chance de travailler avec quelqu'un qui a passé par là et qui nous évite de faire plusieurs erreurs qu'on n'a pas besoin de faire, c'est vraiment une sensation merveilleuse pour moi de redonner, de faire du mentorat. Et aussi, je siège sur des conseils de direction, non seulement de compagnies, mais aussi d'organismes comme des collèges, universités, l'Institut de cardiologie présentement. Moi, j'ai toujours été le tannant à la maison quand j'étais petit, mais j'ai pas changé. Quand je fais partie d'un conseil de direction, c'est moi qui arrive avec les 1001 questions. Et les principaux des organismes, ils regardent toujours, est-ce que l'abbé arrive avec un tas de petits collants jaunes dans ses papiers? Et alors, c'est important de s'assurer que quand on est membre d'un conseil de direction, on fait notre travail et qu'on ait vraiment la conscience de l'entreprise. J'ai remarqué quelque chose au courant de notre entretien, c'est que vous parlez souvent du moi, mais le moi se transforme rapidement en nous. Oui. C'est qui ce nous-là? Quand on est dans une entreprise, quand on est à l'Institut de cardiologie, quand on est dans un hôpital, c'est le travail d'équipe qui fait le succès. C'est pas une personne seulement. Alors, c'est bien important de souligner que, oui, on est un élément dans l'équation, mais on n'est pas le seul élément. Quand on redonne dans notre communauté, la communauté, elle est quand même assez grande, c'est pas une personne. Alors, nous, est-ce qu'on peut faire une différence? Absolument, mais il faut travailler en équipe. Sans ça, on ne peut pas faire avancer des montagnes tout seul. Vous redonnez à la communauté immédiate d'Ottawa, Oui. mais vous avez également choisi d'aller à l'étranger Oui. pour un projet en particulier au Libéria. Parlez-nous de ce projet-là et comment il a vu le jour. Bien, écoutez, lorsque mon épouse et moi, on a commencé à voyager en Afrique, on a été fascinés par le continent. Les gens sont merveilleux, mais ils sont, dans plusieurs cas, très démunis. C'est un continent énorme, c'est 2,5 fois la grosseur du Canada, avec plus d'1 milliard de personnes et avec une variété culturelle et ethnique incroyable. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une différence dans un continent pareil? On a choisi d'œuvrer dans un petit pays, le Libéria, parce que c'est à peu près la grosseur du Nouveau-Brunswick. Et puis, il y a eu une guerre civile qui a duré pendant 14 ans au Libéria et puis aussi aux pays voisins, le Sierra Leone. Et puis, dans ces deux pays-là, c'était, pendant 14 ans, une situation où tout le système d'éducation a été jeté par terre. Les professeurs étaient persécutés à l'extérieur de Monrovia, la capitale. Les livres ont été brûlés, les écoles détruites. Alors, vraiment, il fallait rebâtir de zéro. Alors, nous, on a investi dans un projet avec un organisme à but non lucratif d'Ottawa qui s'appelle CODE, C-O-D-E. Eux avaient beaucoup d'expérience dans le domaine de l'aide pour certains pays, surtout au niveau de la lecture. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre aux enfants à aimer lire alors que les parents ne savent pas lire? C'est-à-dire qu'il faut que les livres de contes soient écrits et illustrés
par des locaux avec un contenu local. Si on prend des livres sur l'hiver canadien et qu'on envoie ça au Libéria, les jeunes vont regarder ça, puis ça n'a rien à voir avec leur propre pays. Alors, si on veut donner la joie de lire aux jeunes, il faut qu'ils puissent s'identifier. Alors, on a formé des auteurs, des illustrateurs. On a aidé à faire la publication de livres locaux pour le marché local. Et puis ça a été distribué dans la majorité des écoles publiques. Alors, pour un montant d'argent relativement petit, quand on considère le montant d'argent qui est dépensé à l'échelle de la planète pour l'aide humanitaire, en investissant à la bonne place avec les bonnes gens, on a été capable d'avoir un succès vraiment incroyable. Et puis maintenant, il y a des jeunes qui ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ils vont à la maison avec leurs livres, ils montrent à leurs parents qu'ils peuvent lire. Et puis ça développe une pensée critique qui n'aurait peut-être pas été là autrement. Richard Labbé, merci beaucoup. Merci. À Ottawa et même à l'étranger. Mais Richard Labbé a toujours un petit côté casse-cou. Sa nouvelle passion, la course automobile. Il est aujourd'hui un des propriétaires du Calabogie Motorsports Park à l'ouest d'Ottawa et il passe le plus de temps possible dans sa voiture et sur la piste. Richard Labbé, bonjour. Bonjour. Pour aller faire l'intervention. Alors, c'est dans ce domaine-là qu'on s'est lancé au début des années 80. En premier lieu, c'était la conception du casque. Et puis, 10 ans plus tard, en 1991, on a fait la conception de la tenue aussi. Alors, on était la première compagnie au monde à faire la conception à la fois du casque et de la tenue. Et le tout faisait un ensemble qui était vraiment à la fine pointe des technologies. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut se faire exploser une bombe essentiellement en pleine figure et qu'on reste succès? A été la conception, la création de casques et de combinaisons, d'habits de déminage. Qu'est-ce que c'est un habit de déminage? Peut-être nous décrire ce que c'est. C'est un habit de protection qui est porté par les gens qui font l'enlèvement des engins explosifs. Alors, s'il y a un appel qui rentre au poste 911, il y a un attentat à la bombe quelque part. Si on trouve un colis suspect, alors c'est l'équipe de déminage qui arrive et ils vont endosser un des habits qu'on a conçus. Et anti-émeute. Richard Labbé a fait affaire dans plus de 120 pays. Dans l'espace de quelques années, son chiffre d'affaires est monté en flèche. La fameuse combinaison anti-mine a même été utilisée dans le film The Hurt Locker qui a remporté 6 Oscars. Mais en 2007, Richard Labbé a décidé de tourner la page. Lui et ses associés ont vendu Med-Eng pour 650 millions de dollars. Si Richard Labbé est à la retraite aujourd'hui, il partage son savoir-faire avec des jeunes entrepreneurs et il partage sa fortune avec différents groupes communautaires. Richard Labbé n'a pas peur de prendre des risques. En tant que président de la firme Med-Eng, il a enfilé à 19 reprises le casque et l'habit de déminage conçu par sa compagnie. Chaque fois, il a reçu 1 kilo d'explosifs en pleine figure et chaque fois, il s'en est sorti indemne. C'était sa façon de faire comprendre aux clients potentiels l'efficacité de son produit. Med-Eng est devenu le leader mondial en matière de combinaisons anti-mines.